Bonsoir, nous sommes le jeudi 9 juin. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous allons revenir sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Ce n'était pas arrivé depuis près de 30 ans. À l'appel des syndicats CFDT et UNSA, des agents municipaux de la commune de Maurepas se sont mis en grève. Ils protestent contre les conditions de travail liées à une baisse des moyens et un manque de personnel. Et le personnel hospitalier des Yvelines en colère. Vendredi, une grève est annoncée. Le personnel de plusieurs hôpitaux du département va se mobiliser devant la préfecture de Versailles contre la loi santé de Marisol Touraine et les groupements hospitaliers des territoires. Nous en parlerons ce soir en plateau avec différents syndicats mobilisés. Et enfin, le grand jour, c'est demain pour les fans de l'Euro. Les équipes sont arrivées en France et ont commencé leur entraînement. Focus sur l'Irlande et la Russie, dont les camps de base sont installés dans les Yvelines, dans notre chronique avec Mickaël Midoro. Et pour commencer cette information, 782 communes dans 16 départements sont reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations et coulées de boue historiques qui se sont déroulées du 28 mai au 5 juin dernier. Alors l'arrêté interministériel correspondant à une première série de communes a été publié au journal officiel. 57 communes dans les Yvelines en font partie. Alors parmi elles, il y a Bennes, Bois d'Arcy, Chevreuse, Houdan, Louvciennes, Maule, Maurepas, Le Mesnil-Saint-Denis, Montfort-l'Armaurie ou encore Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Sonchamp ou Vélizy. Alors l'arrêté ministériel sera complété pour tenir compte des communes dans lesquelles la décrue n'est pas encore achevée. Les particuliers et entreprises disposent d'un délai de 10 jours à partir de cette date pour faire leur déclaration de sinistre auprès de leurs assurances. Les collectivités territoriales ayant subi des dégâts pourront également toucher des dotations de solidarité, des subventions qui vont de 30 à 60% du montant total des dégâts. Le fonds d'aide au relogement d'urgence sera également mobilisé pour les aider à assurer l'hébergement provisoire des sinistrés. Des outils sont également mis en place par la préfecture pour soutenir les entreprises industrielles, commerciales et agricoles. Nous y reviendrons demain vendredi avec une édition spéciale consacrée aux intempéries et leurs conséquences. Prenons à présent la direction de Maurepas où à l'appel des syndicats CFDT et UNSA, des agents municipaux de la commune se sont mis en grève aujourd'hui. Une première depuis une trentaine d'années. Ils protestent contre les conditions de travail liées à une baisse des moyens et un manque de personnel. Mélanie Poquet pour ce reportage. Ils étaient près de 150 agents à s'être rassemblés devant la mairie de Maurepas aujourd'hui. Le personnel municipal répondait à l'appel des syndicats CFDT et UNSA. Trop de souffrance au travail, ça va pas, de part et d'autre de tous les agents, c'est toujours la même chose qui ressort, on n'a pas assez de matériel pour travailler, on n'a pas assez de moyens humains pour travailler. Si on aurait pu éviter, voilà. Mais bon, malheureusement, on en est là et c'est dommage. On est uniquement sur une gestion financière et c'est un peu le reproche qu'on fait. Je veux dire, on ne peut pas être assimilé. Bon, c'est le tract, un agent égale un pion, c'est ça. Je veux dire, non, on n'est pas un budget à la fin de l'année. En fait, c'est ça le truc. C'est que cette gestion, elle est que financière. Ça manque d'humanité, très franchement. Le mouvement inhabituel sur la commune est soutenu par les élus de l'opposition. Ça fait plus de 35 ans qu'il n'y en a pas eu de grève à l'appel des agents de la mairie pour des affaires de la mairie. Il y a eu éventuellement des participations à des grèves nationales, ça existait, mais de mémoire d'élu, je n'ai jamais vu ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes en interne, ce que l'on sait par des petits mots qu'on entend ici ou là, par des indiscrétions, puisque les gens ne peuvent pas parler. C'est une situation qui dure depuis plusieurs mois, donc pour pas dire presque un an, où nous avons des témoignages d'un certain nombre d'agents qui nous font part de leurs difficultés humaines à travailler depuis quelque temps. Et ça nous touche fortement en tant qu'être humain. La majorité, elle, souligne son incompréhension devant le manque de revendications et avance le contexte national avec la baisse des dotations aux collectivités de 2,4 millions d'euros pour la commune. Je ne vais pas m'étaler, mais en tout cas, nous avons découvert des situations complexes que nous traitons. Mais comme je l'ai dit, j'ai mis en place, depuis que je suis arrivé en responsabilité, au moins une réunion par trimestre avec les partenaires sociaux, ce qui n'existait pas avant. Et j'ai moi-même souhaité également des rendez-vous directs dans les services, donc par service avec les agents pour tout se dire. Les représentants syndicaux ont été reçus dans l'après-midi par le maire Grégory Garestier. La commune emploie 600 agents, dont 150 vacataires. Un tiers du personnel était en grève aujourd'hui selon les syndicats, un quart selon la municipalité.
Politique à présent, les réunions publiques pour les candidats de la primaire à droite et du centre qui vont se dérouler en novembre 2016 se multiplient. Hier, mercredi soir, c'était au tour du comité de soutien d'Alain Juppé de se réunir à Versailles. Une réunion animée par Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin et porte-parole du candidat. Il était question des impacts d'un éventuel Brexit, des nouvelles politiques énergétiques, mais également des nouvelles formes de mobilité. Écoutez-la, elle était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. La politique énergétique comme la mobilité, c'est le concept d'une société plus sobre. Alain Juppé s'est beaucoup engagé sur ces thématiques environnementales, de transport, bien sûr comme maire de Bordeaux. Donc c'est une politique d'ensemble que nous sommes en train de construire. Et ce qui est passionnant, c'est que dans les réunions, beaucoup de concitoyens ont une contribution très concrète. Et c'est ainsi que nous sommes en train de constituer les principales propositions qui seront publiées dans les prochaines semaines. Et parlons sécurité routière à présent. Les opérations de prévention continuent dans le cadre de la quinzaine de la sécurité routière dédiée aux usagers vulnérables. Alors dans ce cadre, le groupe Thales organisait mardi un forum, un moyen de parler des dangers de la route omniprésent dans le cadre du risque professionnel. Manon Labatte et Camille Lambert. Des lunettes simulent un état d'ébriété, un guidon vous plonge dans l'univers d'un motard. Il ne s'agit pas de jeux vidéo, mais d'un forum de prévention pour la sécurité routière. C'était un test de freinage et on devait évaluer la vitesse à laquelle on avait eu l'impact. C'est pas mal parce qu'on se rend vraiment compte de l'impact et moi je pensais que c'était beaucoup plus que ça, mais en fin de compte non, c'était que 7 km/h, donc c'est impressionnant. Une perception de la vitesse et des risques pas toujours conforme à la réalité, un forum accessible aux 3000 salariés de l'entreprise. L'objectif, les sensibiliser aux dangers de la route. C'est très très important. C'est vraiment dans notre analyse du risque un élément primordial aujourd'hui. Notre personnel, on est quand même dans les Yvelines, pas très proche en tout. Énormément de gens se déplacent en véhicule. Il faut vraiment que les entreprises en prennent compte et l'associent dans leur démarche pédagogique auprès de leur personnel. Une prévention particulière cette année envers les deux roues et les dangers causés par les stupéfiants. Un thème choisi pour les ateliers mis en place avec la police nationale, partenaire de l'opération depuis 5 ans. Chaque année, on vient et chaque année, on a des questions différentes et on a un engouement pour ce forum que Nicolas met en place. Et donc c'est vrai que c'est toujours plaisant de pouvoir expliquer les nouvelles réglementations parce qu'on a un public qui est très attentif à ça. Ça aussi, c'est important. Un atelier annuel productif. En 2015, l'entreprise Thales n'a compté que 2 accidents de trajet. Une partie du personnel de l'hôpital André Mignot est en grève aujourd'hui, jeudi 9 juin. Comme vous allez le voir sur ces images, ils étaient devant l'hôpital à l'occasion d'un mouvement de grève lancé à l'initiative des syndicats Sud CGT. Les manifestants protestent contre la suppression de 161 postes en équivalent à temps plein, la génération de 12 heures pour les équipes soignantes, le week-end et la révision du nombre infirmières et d'aides-soignantes. Voilà, ce sont les bonnes images que nous voyons. Ce qu'ils considèrent comme une dégradation de leurs conditions de travail. Ils protestent également contre la loi santé de Marisol Touraine. Le personnel hospitalier gréviste ont d'ailleurs prévu de se joindre pour manifester vendredi à 11h devant la préfecture de Versailles. Ils rallieront ensuite l'ensemble de l'agence régionale de santé. Et justement, cette grève, nous allons continuer à en parler dans nos entretiens. Nous recevons en plateau Valérie Louis. Alors, vous êtes avec Freddy Brunel, porte-parole, bonsoir, de l'intersyndicale, c'est ça? Tout à fait. Si vous pouvez un petit peu préciser votre titre. Donc, c'est une intersyndicale sur toutes les Yvelines, des différents établissements des Yvelines, qui vont être regroupés en 2 groupements hospitaliers de territoire. D'accord. Et il y a aussi des collectifs de défense des différents hôpitaux ou groupements. Alors, à ma gauche, il y a Michel Espina. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du collectif de défense de l'hôpital de Rambouillet. Donc merci pour Plus exactement, un des animateurs du collectif. Un des animateurs du collectif, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vendredi 10 juin, vous appelez également à la mobilisation à 11h devant la préfecture de Versailles. C'est un appel intersyndical qui concerne toutes les Yvelines et contre la loi Touraine dite de modernisation de notre système de santé. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Quelles sont un petit peu vos revendications par rapport à ça? Quels sont les problèmes de cette loi par rapport à votre travail? La loi Touraine va instaurer un regroupement de l'ensemble des hôpitaux du territoire
par groupement. Sur les Yvelines, il va y en avoir 2, un au nord et un au sud. Et c'est une marche forcée vers les mutualisations, les transferts de services, les suppressions de services. Et pour nous, c'est un énorme danger pour les personnels et pour les patients qui vont se retrouver avec des délais de route, des délais de parcours pour accéder à un service qui leur correspond. Alors vous parliez des groupements hospitaliers de territoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Monsieur Espinel prévoit un nouveau mode de coopération entre les établissements publics de santé à l'échelle d'un territoire. En quoi ça pose un problème, ce regroupement ? Tout d'abord, vous faisiez allusion tout à l'heure à la loi santé. Il faut que vos auditeurs, vos spectateurs sachent que la loi Touraine inclut une diminution de 3 milliards d'euros du budget des établissements hospitaliers. Pour une mutualisation. Attendez, moins 3 milliards d'euros pour 2016 et 2017, alors que les budgets de tous les hôpitaux publics de France étaient dans le rouge. Donc la loi Touraine, c'est ça d'abord. Et mais la ministre a annoncé à cette occasion la mobilisation exceptionnelle de 10 millions d'euros de crédits supplémentaires en 2016 pour accompagner justement la mise en place des GHT. Écoutez, je n'ai pas cette information. Elle a annoncé il y a quelque temps 4 millions d'euros supplémentaires, mais jusqu'en 2020, elle va être ministre encore un an au maximum. Donc ses successeurs auront tout loisir d'annuler ces engagements. En fait, elle casse l'hôpital public et comme la grogne se développe, alors elle annonce tout de suite quelques mesures, mais nous ne sommes pas dupes. La réalité concrète, je pense à Rambouillet, l'hôpital enregistre 24 lits hospitaliers qui ferment, une menace sur le service d'analyse biologique qui, pour une grande part, va être transféré sur Versailles, des menaces sur le service de radiologie. C'est ce que disait ma collègue. Les gens vont être obligés d'aller à Versailles pour se soigner quand ils auront des problèmes. En fait, on ne réclame pas la Lune, on est dans un bassin de vie à Rambouillet de 150 000 habitants, on réclame le maintien d'un hôpital public de qualité qui soit en capacité de prendre en charge nos besoins de santé. Mais vous comprenez qu'il y a besoin d'une mutualisation des effectifs. On est dans un monde épouvantable, vous savez. Non, mais mais attendez, on parle de mutualisation. En réalité, il faut comprendre démantèlement. On parle de projets partagés, de projets médicaux partagés. En réalité, ce seront des projets imposés par les établissements les plus importants. C'est-à-dire qu'il y a une bataille sur les mots, où on donne des mots positifs pour en réalité cacher des réalités qui sont beaucoup moins positives. Monsieur Brunet, pour les patients, ça va se traduire comment justement cette mutualisation ? S'il fallait rajouter à ce que disait Michel, moi je fais partie du collectif de défense de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Donc la mobilisation demain, il y a également les collectifs et l'ensemble des syndicats des Yvelines, tous les hôpitaux en grève, c'est à noter quand même. Et en fait, il faut se dire une chose, c'est que la loi Touraine, la mise en application des groupements hospitaliers de territoire, les GHT, c'est un espèce de gros mot que tout le monde ne comprend pas. D'ailleurs, même au sein des hôpitaux, ils ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire et les impacts que cela aura. De toute façon, pour les malades, il y aura un impact puisque l'objet des GHT, de leur mise en application, c'est de mettre en place des soins palliatifs, s'il fallait utiliser un terme hospitalier, pour faire face à la pénurie de personnel, mais également pour faire face aux baisses d'effectifs d'ores et déjà annoncées. Donc, Mme Touraine, elle peut dire ce qu'elle veut. Son objectif, c'est de diminuer les effectifs des hôpitaux publics en France. Il est d'ores et déjà annoncé moins 22 000 postes d'ici 2017. C'est assez impressionnant. Et l'impact, la déclinaison sur les hôpitaux locaux de proximité, par exemple celui de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, c'est moins 150 postes. Donc notamment des postes en paramédicaux, donc les ouvriers, les aides-soignants, les infirmières qui seront impactés. Et du coup, ce seront des postes qui seront supprimés, ailleurs. Des postes supprimés. On fera appel à d'autres sociétés pour venir remplacer. Non, supprimés, des postes supprimés, des départs à la retraite non remplacés. Donc c'est des suppressions qui sont annoncées et d'ores et déjà aussi une quinzaine de médecins. Il faut savoir que, je vais vous donner un exemple concret. Les GHT ont été mis en place avant l'heure, avant le vote de la loi. Ça, c'est impressionnant avec ce gouvernement, c'est-à-dire que la démocratie, il s'assoit dessus. C'est-à-dire que pour l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, d'ores et déjà, on a fermé un service de l'oncologie sur Meulan, qu'on l'a transféré sur Mantes-la-Jolie. Ça veut dire l'impact depuis le 1er novembre 2015, c'est que les malades, on parle des malades maintenant, disons, ils doivent se déplacer à 30 km, mais ils ne sont pas les seuls à se déplacer. Il y a également l'ensemble de leur famille, de leur environnement qui doivent se déplacer, mais également
tout le staff hospitalier, les salariés de l'hôpital qui doivent également suivre l'activité. Un autre exemple concret, tout à fait concret, mais qui est dans le cadre du GHT. On a bien entendu votre exemple, mais du coup, le ministre de la Santé met en avant le fait qu'il y a un déficit, qu'il faut bien résorber. Qu'est-ce que vous attendez du coup? Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Qu'est-ce qu'il doit faire justement en même temps? Non mais attendez, un déficit, on va faire des efforts, on va casser le service public Alors que demandez-vous au gouvernement? Le gouvernement, mais qu'ils arrêtent de ne pas investir dans l'hôpital public, qu'ils arrêtent de supprimer les emplois, puisque un hôpital sans emploi, sans médecin, sans le personnel paramédical ne peut pas fonctionner comme il faut. Il suffit d'aller dans le moindre service d'urgence sur les Yvelines, vous vous rendez compte qu'il faut passer plusieurs heures avant de pouvoir passer. Et là, vous avez toute une équipe médicale qui est fatiguée. S'il vous plaît, oui. Madame Valérie Louis, du coup, par rapport justement donc, à cette situation, les Yvelines sont très touchées. Est-ce que vous savez si c'est une situation qui est globale, ou il y a d'autres régions en Île-de-France, d'autres départements qui sont autant impactés? C'est tout le territoire. L'ensemble des établissements de toute la France doit adhérer à un GHT. Et pour reprendre les termes par rapport à l'absence de démocratie, l'absence totale on est dans l'ère 49.3, c'est-à-dire que tout ce qui sera décidé par les GHT devra être validé par l'ARS. C'est-à-dire que si l'hôpital décidé support n'est pas celui qui convient aux hôpitaux, l'ARS l'imposera. Si la convention, le projet médical partagé ne convient pas à des hôpitaux, l'ARS l'imposera. Même la carte, elle était décrite avant même que les hôpitaux aient leur mot à dire. Donc c'est une absence complète de démocratie sanitaire. Vous parlez comment on comble le déficit, mais comment on comble le déficit de la Sécu, c'est déjà en arrêtant d'exonérer les cotisations sociales. Le budget de la sécurité sociale, c'est quand même un débat en lui-même, et de toucher à l'hôpital, comme le disait Michel, en ce moment, c'est des réductions drastiques. On est dans une austérité totale au niveau hospitalier. Il y a 3 milliards sur le pacte de responsabilité à faire d'économies d'ici 2017. Il y a les remises en cause des accords RTT. Il faut faire des économies, point barre. L'ensemble de la loi dit axé sur le parcours du patient, le dossier informatique, le dossier patient informatisé. C'est d'ailleurs là-dessus que des frais, que des crédits vont être fléchés. C'est pour l'accompagnement. Effectivement, on aura des super dossiers patients informatisés, mais c'est pas pour réembaucher du monde là où il en manque. Et c'est de toute façon pour faire des économies. Et tous les services communs, administratifs, logistiques, techniques, toute la communauté hospitalière saute en éclats, et tous les services qu'on appelle doublons, il faut le faire, de services. Alors je le rappelle, contre cela, vous vous mobilisez donc le vendredi 10 juin. Les organisations syndicales appellent donc avec le collectif de défense et développement du centre hospitalier de Rambouillet, le collectif de défense du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et du collectif de défense de l'hôpital public de Poincy-Saint-Germain à une grande manifestation. Ce sera vendredi 10 juin à 11h à la préfecture de Versailles. Nous reviendrons sur le sujet. Merci beaucoup à vous trois d'être venus en plateau. Et santé, toujours depuis un mois, il n'est plus nécessaire d'attendre des semaines à Elancourt pour prendre un rendez-vous avec un ostéopathe. Le quartier de la Clé-Saint-Pierre à Elancourt accueille depuis le mois de mai un centre d'ostéopathie d'urgence, un nouveau cabinet pour répondre aux difficultés des patients à avoir des rendez-vous rapidement. Les 4 ostéopathes s'engagent à une prise en charge dans les 48 heures. Camille Lambert vous présente les lieux. Regardez. Obtenir un rendez-vous avec un ostéopathe en 48 heures, c'est l'engagement de ce nouveau cabinet installé à Elancourt. Ils sont 4 professionnels à proposer cette prise en charge dans le cadre d'une urgence, une nécessité pour Marc Massotto et ses patients qui devaient attendre parfois plusieurs semaines. Ça permet une réponse supplémentaire à une demande de soins, soulager le patient rapidement, c'est-à-dire que pour éviter que la pathologie s'installe et que d'autres zones du corps soient impactées et soient en dysfonctionnement. Cette ancienne maison médicale à l'abandon a été entièrement rénovée, un chantier financé personnellement par les 6 associés du projet, 3 mois de travaux, 5 salles de soins et une décoration épurée. Ouvert depuis le mois de mai, le nouveau cabinet fait déjà l'unanimité. On a ici un cadre où on est vraiment au calme, un cadre un peu privilégié, des locaux tout neufs, et on a des plus grandes salles avec plus d'espace. Donc pour les patients, je pense que l'accueil est meilleur. Dès qu'on a un blocage le matin, c'est vrai que quand on appelle directement au centre, on a un rendez-vous rapidement dans la journée.
Et c'est vrai que c'est vraiment l'idéal en fait, hein, pour ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas aussi. C'est très propre, c'est très clair, c'est très zen, très calme surtout. Et quand on est en soins, ça c'est vraiment appréciable. L'ostéopathie est une médecine reconnue par l'État comme une profession à part entière depuis 2002. En dehors des urgences, le cabinet fonctionne aussi sur rendez-vous plus classique, de 9h à 20h30 en semaine. À présent, l'agence de notation Standard & Poor's vient de relever la note de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. La note de référence à long terme passe de A+ à AA- et celle à court terme est relevée à A-, contre A-. Le relèvement des notes traduit notre anticipation d'une baisse continue et structurelle de l'endettement consolidé de la CASCI. À l'horizon 2018, nous anticipons que les performances budgétaires continueront d'être très fortes, indique notamment l'agence de notation américaine pour expliquer sa décision. Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro pour sa chronique sport du jeudi. Bonsoir à Mickaël. Bonsoir Florane, ravi de vous retrouver pour cette chronique, comme tous les jeudis. Merci. Est-ce que vous allez bien? Je pense que oui, parce que du coup l'Euro approche. Je sais que vous êtes tout excité, tout content. Effectivement, Florane, je ne peux rien vous cacher. Tout le monde en parle. Le championnat d'Europe de football débute ce vendredi 10 juin avec le match France-Roumanie au Stade de France. C'est d'ailleurs le thème de ma chronique aujourd'hui, Florane. Quelle surprise, Mickaël, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas, effectivement. Deux équipes étrangères ont pour camp de base les Yvelines pour cette édition 2016. L'Irlande est à Versailles et la Russie est à Croissy-sur-Seine. Aujourd'hui, les Irlandais se sont entraînés au stade Montboron de Versailles devant plus de 1000 supporters déchaînés. Les enfants des écoles avoisinantes ont pu assister à un mini-match entre l'équipe des remplaçants et les titulaires. L'Irlande Mania a pris dans les Yvelines. On écoute un supporter. Alors comme on disait, ça fait du bien de voir une autre équipe jouer que l'équipe de France. Parce que c'est vrai que je suis habitué plus à aller voir les joueurs de l'équipe de France jouer. Donc là, de voir l'équipe d'Irlande, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Puis en plus, bonne ambiance avec les enfants, le public. Bon, c'était génial. Eh bien, les supporters avaient l'air conquis. Mickaël, ça fait plaisir à voir. Les joueurs irlandais étaient également conquis. Ils ont trouvé la pelouse de 24 mm, norme UEFA, et les installations parfaites. On écoute le défenseur irlandais Stephen Ward. C'est bien, c'est un bel endroit pour s'entraîner. On y a fait une bonne session et on pourra donner le meilleur. Est-ce que les Irlandais ont-ils vraiment une chance pour l'Euro face à nos Bleus, Mickaël? Non. On va voir, hein. Face à nos Bleus peut-être pas, mais en tout cas dans ce groupe-là, on ne sait pas. On regarde le groupe de l'équipe tout de suite. Ils affronteront la Belgique de Eden Hazard, l'Italie et la Suède de Zlatan Ibrahimovic, l'ancien parisien. Autant vous dire que la tâche s'annonce compliquée pour les Irlandais. Vous ne trouvez pas, Florane? Le groupe paraît compliqué, à groupe mon de avis, la mort. Je pense qu'entre la Belgique et l'Italie, je pense qu'à mon avis, ça va être vraiment compliqué pour eux de s'en sortir. Mais bon, les joueurs et les supporters y croient quand même. Oui, je pense, parce qu'il y a une forte chance que le troisième équipe avance. Donc oui, je crois qu'on aura l'opportunité de prendre 4 points. Et Zlatan, il vous fait pas peur? Non, pas du tout. Pas du tout. On a déjà joué 3 fois contre le Suède et Zlatan. On l'a parfaitement maîtrisé, neutralisé. Nous allons tenter de donner le meilleur de nous-mêmes et je pense que les autres équipes vont tout donner pour tenter d'accéder au prochain tour de la compétition. Mais toutes les équipes dans notre groupe, toutes les équipes de la compétition vont tenter d'accomplir leurs objectifs, la victoire finale. En tout cas, ils sont optimistes. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Voilà. Il faut, Florane, en tout cas, comme l'a rappelé ce supporter, les meilleurs troisièmes seront qualifiés en dehors des phases de poule. Ils pourront accéder aux 8e de finale. Donc, rien n'est perdu. Même si la Belgique, je pense que la Belgique dans ce groupe peut quand même leur créer des soucis. En tout cas, on leur souhaite, comme ça on ne rencontrera ni les Belges ni l'Italie. Et pour nous, c'est mieux. On passe maintenant à l'équipe de la Russie. Moins médiatique, l'équipe de la Russie s'est entraînée au stade Omnisport de Croissy-sur-Seine devant plus d'une centaine de supporters venus notamment du club de football local. Les joueurs ont réalisé une petite opposition et ont également signé des autographes. On écoute les supporters. J'ai vu des joueurs, mais des joueurs très forts, qui faisaient beaucoup de passes et qui marquaient bien les buts. Ça me fait plaisir qu'une sélection nationale vienne s'entraîner dans ma ville et sur le terrain où je joue on va dire toutes les semaines. Ouais. Donc ça me fait plaisir de voir des pros jouer dans ma ville. Ouais. Alors
Alors les Russes sont loin d'être favoris dans leur groupe, Mickaël. Loin d'être favoris, mais le groupe est quand même plus équilibré que pour le groupe de l'Irlande. Les Russes affronteront l'Angleterre, comme on peut le voir, de Wayne Rooney au Vélodrome de Marseille. Le match sera clairement compliqué, ce premier match au Vélodrome, mais ça sera plus jouable contre le Pays de Galles de Gareth Bale et la Slovaquie du Napolitain Marek Hamsik. Je sais que vous êtes fan de ce joueur particulièrement. Je pense qu'ils peuvent être une des surprises de l'Euro avec leur gardien et Hakim Ziyech. Regardez-le en image. Regardez comment il s'entraîne, Florane. Une petite galipette. Ouais. Et il rattrape la balle, voilà. Il est très fort. L'un des meilleurs gardiens actuellement en Europe. Ça va nous donner des belles images, Mickaël, pour cet Euro. Effectivement. Merci beaucoup, Mickaël. On vous retrouve tout à l'heure dans Si on parlait sport. De quoi allez-vous nous parler dans un petit teasing? Dans quelques secondes. De toute façon, l'émission a été préenregistrée. On a déjà eu 5 chroniqueurs en plateau qui étaient chauds bouillants. On a parlé notamment du basket avec notamment l'entente Le Chesnay-Versailles qui a remporté le championnat de France de National 3. Ils accéderont donc en National 2 l'année prochaine. Et nous parlons également de la Coupe des Yvelines. Morpa a triomphé de Limay en finale 2-2. Et puis ensuite, tir au but. Eh bien, merci Mickaël, on a hâte de voir ça. Une dernière information avant de refermer ce journal. C'était pour la 3e année. Les architectes en France ouvraient les portes de leur agence. Voilà la rencontre du public durant 2 jours. Cette année, c'était le week-end dernier. Certaines d'entre elles s'étaient donné rendez-vous à Morpa pour proposer des ateliers aux enfants. On les écoute tout de suite. Grand sujet effectivement qui les titille, ce sont toujours les questions d'environnement évidemment et puis le prix de la construction qui revient aussi souvent. En ce moment on a plutôt une tendance à se soucier de l'écologie ou en tout cas de l'environnement et donc c'est toujours ces questions-là qui reviennent. Les balades sont organisées et suivies par un architecte en général et effectivement on leur présente les différents projets, l'architecture, l'histoire. Là, à Morpa, ils sont passés, la balade est passée au travers de différents logements des années 70. Donc on apprend un petit peu l'histoire, l'évolution. Il y a certains équipements aussi qui ont été visités. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite donc une excellente soirée et un très bon week-end. Et surtout, allez les Bleus!